Hé, c'est quand? Je sais pas moi, c'est quand? Dis-nous c'est quand? Maintenant! On a encore eu de la chance. Et c'est pas fini. Venez comme vous êtes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'aime ces moments-là. Ça coule de source. Mademoiselle Pitch, on air. Bienvenue dans Mademoiselle Pitch on Air, le podcast qui dévoile les coulisses de l'engagement et qui met en lumière les ONG. Dans les épisodes de cette deuxième saison, j'ai décidé d'amener jusqu'à vos oreilles des artistes, des femmes et des hommes connus du grand public qui ont choisi de mettre leur notoriété au service de grandes causes. Mon invité est à la fois à l'aise sur les planches d'un théâtre, devant la caméra, mais aussi derrière la caméra. Elle est actrice et réalisatrice. Elle est officière de l'Ordre des Arts et des Lettres, a obtenu le prix Romy Schneider et très récemment a été Gabriela de la Vega, l'épouse de Zorro, aux côtés de Jean Dujardin. Mon invitée est hyperactive, boulimique d'indépendance. Elle est aussi une femme qui s'engage avec passion dans différents domaines. La préservation de l'environnement et particulièrement la biodiversité, mais aussi l'égalité des genres, car, pour elle, être féministe, c'est être humaniste, une vision qu'elle partage avec l'une de ses consoeurs, Florence Foresti. Dans cet épisode, je suis heureuse et fière de recevoir la réalisatrice de Sous les jupes des filles. Vous l'avez reconnue, chers auditeurs, il s'agit d'Audrey Dana. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne piquez pas les yeux. Venez comme vous êtes. L'invité du jour. Bonjour Audrey, bienvenue. Merci de m'accueillir. Pour te présenter rapidement à nos auditeurs, je vais donner des indices sur ta carrière ou ta vie et te demander de réagir à chacun d'eux. Tu es américaine, par ta mère, ça s'entend pas du tout à ton accent, et tu as d'ailleurs vécu à New York. Qu'est-ce qu'il reste et qu'est-ce qu'il y a d'américain en toi ? Il reste le fils dont j'ai accouché là-bas, qui est très américain. Il reste les souvenirs et l'énergie folle que m'a impulsée la ville de New York. Pour la jeune femme de 20 ans que j'étais quand je m'y suis installée, c'est une empreinte qui a été vraiment importante dans ma vie. Il reste la double nationalité, parce que je suis franco-américaine, donc j'ai 2 passeports et il y a quelque chose de très agréable dans l'idée de d'appartenir à plusieurs pays et donc de nous rappeler quand même à notre origine première de terriens. Ton père et ta mère sont de confessions religieuses différentes. L'un d'origine juive et le second de confession catholique. Comment ça se passait pour les enfants ? Parce que je crois que tu as des frères et sœurs, vous alliez à la synagogue, à l'église, aux 2, chacun choisissait sa religion ou ça restait ouvert ? Alors c'était mon grand-père du côté paternel était rabbin. Ma mère est née dans une famille protestante, mais ni mon père ni ma mère n'ont été pratiquants et n'ont jamais mentionné le mot Dieu, par exemple, à la maison. Le mot religion, le mot catholique, le mot juif, tout ça n'existait pas. Je ne savais pas ce que c'était. J'entendais vaguement parler de catéchisme chez quelques copains de classe qui allaient faire un truc apparemment qui avait l'air de les ennuyer profondément. Mais c'est le seul lien que j'avais en fait à la religion. Il y avait ces églises que je voyais. Bon, je savais qu'on avait le droit d'y aller pour se recueillir. Mais je l'associais même pas en fait à une confession religieuse. Donc je suis personnellement très reconnaissante qu'on ne m'ait pas imposé de dogme, puisque j'ai une foi qui a toujours été présente et qui est définitivement grandissante avec les années, dont j'ai l'impression qu'elle m'appartient profondément en fait, qu'elle n'a pas été influencée, bien qu'on soit influencé par tout le temps, elle n'a pas été influencée par mon environnement familial. J'ai pas eu à savoir si ça m'allait ou si ça ne m'allait pas. Il y avait rien, donc j'ai construit mon lien à la foi en fait. Tu as réalisé aussi des documentaires sur les peuples premiers. Pourquoi ? Je suis en train de travailler en ce moment sur un documentaire pour les peuples premiers. Je suis la tribu Xinjiu, qu'on connaît surtout par son représentant principal qui s'appelle Raoni, qui est l'homme qui a le plateau en bois à l'intérieur de la bouche, qui a beaucoup œuvré pour la forêt amazonienne et qu'on a pu voir aux côtés de Sting, notamment pendant plusieurs années.
Aujourd'hui, il est en train de passer le relais à un homme et une femme. Il y a quelque chose de nouveau, même dans les peuples d'Amazonie, puisqu'il décide que la femme va aussi prendre une voix, ce qui est assez nouveau. Et pourquoi ? Parce que la forêt, c'est notre poumon. Ça n'est pas une histoire d'être d'Amazonie ou pas, parce que il est essentiel de la préserver, parce que Christophe Colomb a débarqué aux États-Unis et qu'il a imposé sa loi, massacré et dit c'est chez moi, et qu'il n'a jamais songé à poser la question au peuple qui était présent de savoir ce qu'ils avaient à échanger, ce qu'ils avaient à partager. Je pense aujourd'hui que nous, hommes modernes, hommes de technologie, on a été trop loin sans se savoir, et que on a, moi perso, j'ai été élevée vraiment dans l'idée que y avait ceux qui n'avaient rien, pas d'électricité, qui vivaient dans la nature, qui n'étaient pas civilisés, et que nous, on avait cette chance incroyable de l'être. Aujourd'hui, je vois que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a absolument du magnifique et du merveilleux à pouvoir se déployer à travers une éducation, etc. Mais on a complètement perdu le lien à la nature, on a perdu le lien au sacré, on a perdu le lien à l'autre, on a perdu beaucoup de choses que les peuples premiers n'ont jamais perdu. Donc eux, par exemple, ils ne peuvent pas dire que ça va si quelqu'un de leur village est laissé pour compte. Donc quand ils viennent chez nous et qu'ils voient des clochards, ils pigent pas. Ils comprennent même pas comment c'est possible. Ils parlent à l'esprit de la forêt, ils parlent aux esprits des animaux. Donc voilà, moi je fais des documentaires sur ces personnes, enfin un gros documentaire sur eux pour les écouter, leur donner la parole, et voir ce qu'on pourrait prendre. Quel est le passage, il s'appelle le passage, le documentaire, le passage que nous pourrions faire vers eux pour améliorer les conditions de cette planète. Alors, la nature, je pense que, parce que tu viens de dire, on se doute que c'est important et que tu la regardes et que, en tout cas, tu fais attention là où tu passes de pas trop l'abîmer. Il y a un voyage qui a été un vrai choc pour toi, c'est l'Islande. Tu peux nous dire pourquoi ? Je pensais pas que j'aimerais l'Islande, puisque il n'y a pas d'arbres là-bas. On te dit, si tu te perds dans la forêt, lève-toi. Au vu de l'absence de lumière à certains moments de l'année, les arbres ne peuvent pas se déployer. Donc j'avais beaucoup de mal à comprendre comment j'allais connecter à ce pays sans arbres, alors que l'arbre est ma passion, est mon grand amour. Et puis je suis arrivée sur cette terre et tous mes a priori se sont écroulés. J'ai été immédiatement connectée à l'endroit. D'abord parce qu'il nous remet à notre juste place de petit homme. Ça m'a beaucoup plu. La nature prédomine. On voit le ciel à 360 de partout. La nature regorge de bienfaits, en fait, pour nous. Donc, il y a les bains de soufre, mais il y a aussi cette terre volcanique, en fait, qui vient nous réveiller par les pieds et nous ouvrir l'esprit, vraiment. Il y a quelque chose d'incroyablement apaisant et juste là-bas. Et une diversité des paysages. Tout est à couper le souffle et je n'arrive même pas vraiment à mettre le doigt dessus, quoi. Pourquoi j'ai tant aimé. Alors, je sais que tu es sensible aux énergies et aux vibrations. Qu'est-ce que tu ressens face aux injustices, puisqu'on est sur un podcast pour parler des causes ? C'est une vaste question. Qui pourrait dire « Ah, mais moi, je suis parfaitement OK avec les gens qui crèvent de faim. Je suis parfaitement OK avec les gens qui n'ont pas de toit au-dessus de la tête. Je suis parfaitement OK avec les femmes qui se font défoncer la gueule, les enfants qui se font battre et violer. Personne ne peut dire ça, personne. » Donc mon rapport à l'injustice, c'est que j'ai compris que être incarné, c'était vivre dans un monde binaire, en fait, avec le jour et la nuit, avec la parole et le silence, avec le bonheur et le malheur, avec la douceur et la violence. Ça fait partie du jeu sur cette planète. C'est le jeu. J'ai vécu avec des enfants de la DAS toute mon adolescence, des enfants qui ont été massacrés à un âge où on peut vraiment dire qu'ils sont victimes, puisque en dessous de 18 ans, quand tu subis des sévices, c'est vraiment, tu es une victime. Alors au-dessus de 18 ans, tu peux aussi l'être évidemment, mais quand on est enfant, on subit à 100% et on n'est pas armé. Donc j'ai grandi vraiment avec cette conscience très aiguisée de la violence qui existait sur cette terre. Moi, j'avais la chance je me sentais extrêmement épargnée, parce que bien que venant d'une famille
assez étonnante et atypique. Je n'ai jamais pris de coups. Donc, je connais la peur pour avoir vécu avec beaucoup de personnes et beaucoup de personnes qui étaient déséquilibrées, donc qui pouvaient potentiellement faire mal, et pas que physiquement. Mais j'ai eu la chance de ne pas être fracassée par un père ou une mère qui me battait ou qui m'insultait du matin au soir ou violée par un grand-père dégueulasse. Voilà. Et je sais que tout ça existe. Alors, si j'avais une baguette magique et que je pouvais tout changer, j'aimerais offrir l'apaisement, le pardon à toutes les victimes et puis faire disparaître la violence, la maltraitance, l'injustice. J'adorerais. Je n'ai pas cette baguette magique et je ne peux pas le faire. Alors, pour rendre la vie supportable, puisqu'à un moment, ça me faisait tellement mal, j'avais tellement de mal à comprendre, en fait, comment c'était possible, justement, que certains aient un toit sur la tête et d'autres pas, par exemple, ne serait-ce que ça. Je me suis rappelé qu'en fait, j'étais pas Dieu. Zéro tracas, zéro blabla. On a encore eu de la chance. J'aime ces moments-là. La question sérieuse. Alors, parce que l'engagement est quelque chose de sérieux, je souhaiterais te parler de l'origine et des motivations de ton engagement. Tu as une réelle conscience écologique, on l'a évoqué tout à l'heure. Ça remonte à quand ? À l'enfance ? Je crois que tu vivais au milieu de la Beauce. La Beauce, c'est vraiment pas un endroit de nature. On pourrait croire parce qu'il y a des champs, mais en fait, les champs, c'est la main de l'homme. Normalement, ça devrait être de la forêt. Et puis, donc, c'est pété de pesticides, il y a des sucreries partout, ça schlingue. C'est très plat comme décor. Donc, je ne suis pas tombée amoureuse de la nature en grandissant dans la Beauce, ça c'est sûr. Je pense que j'ai toujours eu un lien aux animaux, au ciel, aux oiseaux, aux arbres, ceux que j'avais la chance de croiser depuis toujours, mais sans vraiment avoir conscience. Je me souviens par exemple à 6 ans avoir demandé à mon père si la terre elle aussi elle allait mourir. Donc j'avais déjà une conscience en fait qu'on était sur un organisme qui est vivant et qui a son écosystème, dont on fait partie. Si la terre était un corps humain, on serait l'appendicite. On est là, mais on peut se passer de nous très très bien, contrairement aux autres espèces végétales et animales. Non, j'ai eu vraiment un éveil de conscience qui s'est produit quasi d'une minute à l'autre. J'ai eu une bascule, un moment de bascule. Alors il s'est passé quelque chose avant, ça peut sembler débile, fou, n'importe quoi, mais il se trouve que c'est ce qui m'est arrivé. J'ai été voir une lithothérapeute, qui est quelqu'un qui soigne avec les pierres. Alors pour beaucoup, le règne minéral, c'est pas vivant, c'est des cailloux. C'est pas vrai. Le règne minéral, c'est même le premier règne sans lequel le végétal et l'animal ne peut pas se déployer, donc l'homme encore moins. Donc c'est la base de tout. C'est très puissant et ça vibre très fort. Et il se trouve que j'étais rentrée dans une boutique de pierres avec des pierres très très grosses. Et pour la première fois, du coup, en sentant les pierres, j'ai senti leur identité, on va dire, c'est-à-dire, tiens, celle-ci, elle me traverse de bas en haut, celle-ci, elle me traverse de long en large, celle-ci, elle me donne comme une sensation de spirale, et je me suis dit, waouh, c'est incroyable, quoi, je mets ma main là, et c'est comme des notes sur un piano, quoi, très différentes, comme des personnes qu'on rencontre, tiens, elle a l'air chaleureuse, celle-ci, elle a l'air un peu plus un peu plus ça, drôle, etc. Et donc, on me parle d'une lithothérapeute, je vais faire une séance, je suis curieuse de me dire, tiens, quelqu'un qui bosse avec les pierres pour soigner, je comprends que les pierres, il y a quelque chose, allons voir. Donc la séance se passe, elle est assez mystique pour moi, je me demande même si la nana m'a pas droguée, enfin vraiment je me pose la question parce que je vis, je ne sens plus mon corps, j'ai l'impression que mon corps n'est plus que fréquence en fait. D'ailleurs, pendant le soin, je réalise que je ne pourrais pas partir, quoi. Si je voulais, je ne pourrais pas parce que j'ai plus de membres à proprement parler. Donc je me dis, il est en train de se passer quelque chose et j'ai du mal à comprendre quoi. Je suis sortie de cette séance de lithothérapie. Mon ex-mari venait me chercher. On devait aller à la plage à Biarritz, donc prendre les grosses vagues bien, bien violentes. Et je lui dis, ça va pas être possible pour moi. Je voudrais juste aller dans le jardin, s'il te plaît, dépose-moi dans le jardin, j'ai besoin de m'asseoir dans l'herbe. Et puis, je m'assois dans l'herbe et je me sens bien,
très très bien. Je me sens vraiment mieux que jamais, à vrai dire, quoi. J'ai une espèce de... Puis surtout, il faut que j'ai le cul dans la terre, quoi. Et les pieds dans la terre, et les mains dans la terre. Et il est en train de se passer quelque chose. Et puis, l'après-midi se passe. Et à un moment, mon mari et moi, on est dans les bras l'un de l'autre, contre un arbre. On est en train de s'embrasser et j'entends, donc là c'est la grande bascule, c'est là que tout le monde pourrait dire la virée des glingos, mais j'entends comme une espèce de message télépathique, comme une vibration dont le sens me parvient parfaitement, hein, donc c'est pas une voix, mais j'entends clairement, vous pourriez au moins dire bonjour, voilà. Et je sais d'où ça vient, et je sais que c'est l'arbre juste derrière. Et je suis saisie, c'est-à-dire je m'arrête en plein mouvement et je dis à mon mari, je lui dis faut dire bonjour à l'arbre. Donc bon, lui, il est persuadé que je viens de me faire une insolation. De toute façon, il me trouve très très bizarre depuis 3-4 heures. Il commence à me demander, mais c'était qui cette thérapeute ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et il part à la cuisine pour me chercher un verre d'eau sans dire bonjour à l'arbre. Et puis je le vois pour la première fois, alors que ça faisait des années que je venais dans le jardin. Et je l'avais jamais regardé, en fait, vraiment. Et je le vois et je le sens et je me tourne. Et là, je vois tous les autres dans le jardin. Et là, ça a été une bascule pour moi. Je supportais plus les animaux parce que j'en ai eu tellement pendant mon enfance que c'était synonyme pour moi d'envahissement, de saleté, de poils, de mauvaises odeurs, de bouffe piquée dans l'assiette, etc. Donc je supportais plus les animaux, j'avais fermé la porte de mon cœur au règne animal et puis tout s'est rouvert, quoi. C'est-à-dire et végétal et animal, et d'un coup le moindre pigeon, le moindre insecte, le moindre truc, la moindre plante, et puis d'un coup je suis dans un restaurant et j'ai un truc qui va pas et je me rends compte qu'en fait il y a un rosier qui est là juste à côté, qui a soif, et je suis là, il faut donner à boire au rosier, là, regardez, il a soif, et d'un coup je me mets à sentir tout le règne végétal. Donc ça a été une énorme bascule dans ma vie, pour le mieux, parce que je ne me suis plus jamais sentie seule depuis ce moment-là. J'ai un accompagnement permanent, en fait, des éléments de la nature que je sens aussi autour de moi et présents qu'à l'intérieur de moi. Mais j'ai aussi eu le revers de ça, à savoir que j'ai entendu le cri de détresse de notre mère nature qui nous dit « Arrêtez, 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 c'est plus possible ». Alors, sur un autre sujet, tu as 2 enfants de générations différentes, Lucas et Lee, je crois. Est-ce qu'il y a des combats qui parlent plus à leur génération ? J'imagine que oui, qu'à la tienne. Mon fils aîné, par exemple, lui, il est pour le collectif. Il est pour... Alors lui, bon, déjà, il est entomologue, il est herpétologue, spécialiste des insectes, des reptiles, etc. C'est sa passion, c'est le petit peuple de cette terre, celui que nous boudons en règle générale, qui nous dégoûte en règle générale, alors qu'il est absolument extraordinaire et qu'aucun de nos super-héros n'a... qu'ils ont tous à envier des super-pouvoirs des insectes. Donc lui, c'est sa grande passion. Son grand combat, c'est l'injustice, les écarts de revenus, les écarts sociaux. Enfin, en fait, non, il n'est pas dans des combats si nouveaux, si différents. Il est conscient des enjeux climatiques. Il est alors très intéressé par le genre. Il fait partie, lui et sa bande de potes, de cette jeunesse qui dit « je ne suis ni garçon ni fille ». Et je pense que c'est une manière de répondre au patriarcat, quelque part. Plutôt que de tenter de détruire le patriarcat, on n'a qu'à ne plus répondre au code du patriarcat. Si je ne suis ni un garçon ni une fille, du coup, tu vas pas me dire ce que j'ai à faire. Voilà. Je trouve que c'est un bon chemin. Parfois, je trouve ça un peu extrême chez certains de ses amis, parce que c'est comme si parfois ça crée une nouvelle case, en fait, qui pouvait finir par être enfermante aussi. Mais il se trouve que mon gamin n'est pas du tout là-dedans. Et mon plus jeune, celui de 16 ans, il est, lui, dans l'humain. Lui, son grand truc, c'est la maltraitance, par exemple, au sein des groupes de potes, celui qui va se faire rejeter, repousser, voilà. Lui, il n'est pas pour ça. Il est toujours à faire le médiateur. Il ne laissera jamais tomber quelqu'un de la bande. Il est très juste. Petit, il avait beaucoup de mal à comprendre pourquoi les filles jouaient d'un côté, les garçons jouaient de l'autre. Donc lui, il disait, un jour, je joue avec les filles, le lendemain, je joue avec les garçons, parce que moi, j'aime tout le monde, en fait. Donc lui, il est dans une envie d'amour et d'humanité, voilà. Comment tu utilises ta notoriété pour mettre la lumière sur les causes qui te tiennent à cœur ? Déjà dans les films que j'écris, je parle des sujets qui comptent pour moi.
Sous les jupes des filles, ça commence quand même par une interview à la radio d'une spécialiste qui fait une comparaison entre la maltraitance faite aux femmes et celle faite à la nature. On fait tomber la neige au mois d'avril, en plein printemps, parce que les producteurs voulaient pas que je fasse en disant ça n'est pas crédible. Mais il se trouve que l'année de la prépa, il a neigé au printemps 2 mètres de neige. Et donc, ils m'ont laissé le faire. Je parle de la présence des mouettes à Paris, de tout ce qui est en train de se passer. Mais je suis encore plus engagée sur mon dernier film, Homme au bord de la crise de nerfs, où vraiment, je mets les mecs au milieu de la nature et on se sert de cet écrin-là pour les soigner. Parce que je crois que si on se reconnecte à la nature et à l'organique et au principe de vie-mort, on ira tous mieux. Donc, et puis, il y a prendre la parole à chaque fois que je peux, il y a tout ce que je crée autour, donc les documentaires que je fais, là je vais lancer un podcast aussi, j'ai écrit un bouquin, c'est les prises de parole et à travers ce que je fais comme réalisatrice, les sujets que j'aborde dans mes œuvres. Tu es engagée pour la biodiversité, notamment aux côtés de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Tu fais partie du jury du prix EcoProd, qui récompense des productions audiovisuelles éco-responsables. J'imagine que tu fais particulièrement attention à ça sur tes tournages aussi, toi aussi. Pourquoi cette cause domine un peu toutes les autres dans tes engagements ? Parce que pour moi, la biodiversité, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est la base, c'est-à-dire que c'est le cœur. Si la Terre, une fois encore, est un organisme vivant comme un corps, si on se casse les ongles, si on se casse un os, si machin, la machine continue de fonctionner. Par contre, si le cœur lâche, c'est foutu. Si un des organes vitaux lâche, c'est foutu. Personne ne monterait dans un avion si on lui dit, on a quasiment toutes les pièces de l'avion, il en manque quelques-unes, pas de panique, on croise les doigts, on espère que le vol va être safe. Personne ne monterait dans l'avion. Nous, on est en train de casser des pièces essentielles de notre écosystème qui est pourtant parfait. Alors, il y a aussi un autre sujet que tu as beaucoup exprimé dans ton travail de réalisatrice, c'est justement le rapport entre les femmes et les hommes. Et des fois, ces décalages qu'il peut y avoir entre les deux regards. Tu en as parlé tout à l'heure, Sous les jupes des filles, mais pas que. Aussi, Si j'étais un homme et Homme au bord de la crise de nerfs. Pourquoi toutes tes fictions, à toi, elles portent beaucoup sur cette thématique ? Alors, mon enfant aîné me dit que moi, je suis très genrée, très garçon-fille. Ça le fait un peu rigoler. Donc pour lui, je suis de l'ancienne génération. Pourtant, je m'intéresse en fait, c'est pas tant garçon-fille que je m'intéresse au féminin et au masculin, au principe féminin et au principe masculin, et au juste équilibre entre les deux. Et en fait, je pense qu'être une femme épanouie, c'est être en équilibre avec son féminin et son masculin, et qu'être un homme épanoui, c'est être en équilibre avec son féminin et son masculin. Et que le patriarcat, c'est ce qui fait que on demande aux femmes de se couper de leur masculin et on demande aux hommes de se couper de leur féminin. Peut-être que les bonhommes ont inventé ça pour donner un sens à leur existence. Paf, 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 le loup. La question poil à gratter. Qu'est-ce qui t'empêche pas de dormir, mais gâche un peu le goût de tes plaisirs ? En gros, quelle est la cause qui n'est pas essentielle, puisqu'on a vu qu'il y en avait plein qui étaient essentiels pour toi, mais qui mériteraient qu'on s'y attarde un peu plus ? Je crois vraiment que tout mérite qu'on s'attarde un peu plus. Toutes les injustices. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui est en lien avec ce dont on s'est parlé. C'est la santé. On s'est déconnecté aussi de ça. Nous, les humains, on mange n'importe comment, on boit n'importe comment, on prend davantage soin de sa bagnole. C'est-à-dire, ça ne nous viendrait pas à l'idée de mettre du ketchup en guise d'essence parce qu'on veut que notre bagnole, elle roule en fait. On veut qu'elle tombe le moins en panne possible et qu'elle dure le plus longtemps possible et qu'elle roule le mieux possible. Et nous, on s'est déconnecté en fait de ça. Aujourd'hui, on bouffe que des trucs sous plastoc, on se pose plus de questions. On a perdu en fait ce truc de l'animal justement, de savoir ce qui est bon pour nous, ce qu'on devrait manger. Or, notre corps, c'est une machine exceptionnelle, extraordinaire, et le b.a.-ba en fait de comment en prendre soin, on l'a perdu. Et ça m'agite beaucoup. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.
Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Au revoir, président. Le mot de la fin. Alors, pour finir cet entretien, je vais te poser des questions rapides et tu vas me répondre un peu sans trop réfléchir ce qui résonne en toi sur chacune d'elles. Si je te demande de me citer un artiste qui t'inspire en ce moment, Imani, pourquoi ? c'est une prêtresse. Ses concerts, c'est des rituels de guérison. Elle a une profondeur qui me chavire, me bouscule. Et j'ai été beaucoup voir son dernier spectacle, Voodoo Cello. Je pensais que c'est parce que c'est mon amie, c'est parce que je pige en fait ce qu'elle cherche à faire, que je suis en train de trembler et de pleurer et tout. Et puis en fait, je me suis retournée et toute la salle était dans le même état que moi. Elle donne envie de se lever, elle donne envie de bouger les choses. Et puis elle est magique, quoi. C'est une poétesse. Une chanson qui est forcément dans ta playlist. Let It Be des Beatles. J'adore cette chanson parce que tout est dit. Tout est dit. Un film qui t'a le bouleversé. En fanfare. Je viens de voir En fanfare. J'ai absolument adoré ce film. J'ai trouvé les acteurs extraordinaires. Le récit magnifique et la force de la musique. J'adore les films qui mettent la musique au cœur sans nous faire oublier que c'est un film. Et j'ai beaucoup été touchée sur les mélanges d'univers, justement. C'est vraiment sur les écarts, en fait, sur la différence, sur la chance, la malchance, sur tous ces sujets dont on vient de parler. Tout ça sous couvert d'une histoire très, très simple. Et avec deux superbes comédiens porté aussi. par deux immenses acteurs. Un livre qu'on doit absolument avoir dans sa bibliothèque. Le livre rouge de Carl Jung. Et un rôle qui t'a marqué. Scarlett O'Hara dans Autant n'emporte le vent. C'est vrai que c'est un des premiers films féministes un peu. Ouais, c'est un des premiers films avec un grand rôle féminin que moi je regardais gamine en me disant que je rêvais de tout, de l'époque, des robes, des grandes émotions, je me disais, ah bah elle a une vie bien remplie, il lui arrive plein de choses. Je trouvais la vie très très chiante quand j'étais petite. Enfin, je veux dire, je m'inventais plein de choses dans ma tête pour la rendre sympathique, mais je trouvais ça très plat quand même. Donc, c'est la première héroïne à m'avoir fait rêver, vraiment. Et puis, c'est l'émancipation de la femme à une époque où c'était pas du tout la mode d'être émancipée. Exactement, et je pense que je dois avoir de ma grand-mère maternelle qui vibre là-dedans parce que elle a divorcé en 1920. Donc vraiment une époque où il n'y avait pas de divorce et elle a mené sa barque toute seule, élevé sa gamine toute seule, créé sa petite fortune toute seule. Voilà, c'était très étonnant dans ces années-là. Alors avant de se quitter, est-ce que tu peux nous parler de tes projets en tant qu'actrice et en tant que réalisatrice ? Je suis sûre qu'il y a plein de choses qui se trament. Alors là, je suis en train de terminer l'adaptation d'un roman extraordinaire de Michel Bussy qui s'appelle Nymphéa Noire, qui est un très gros challenge d'adaptation. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire ça avec Benjamin Garnier, qui est mon co-auteur. Et je rentre en écriture de Sous les jupes des femmes, qui est en fait un spin-off, on va dire, de Sous les jupes des filles. C'est pas vraiment les mêmes actrices, bien qu'il y en aura 2 ou 3 communes, mais c'est l'idée de faire un film plus mature, plus ambitieux, qui parle de la femme post-MeToo et qui soit drôle, physique et qui fasse du bien. Je sais que j'ai beaucoup entendu avec Sous les jupes des filles, j'ai beaucoup entendu de femmes me dire qu'elles étaient heureuses de réaliser qu'elles n'étaient pas toutes seules à vivre leur galère et que c'était un peu leur film réconfortant comme la glace au chocolat qu'on peut bouffer quand ça va pas. Donc voilà, j'espère retrouver avec Sous les jupes des femmes cet endroit déculpabilisant pour les femmes et qui donne aussi de la force, puisque là, ça va être le parcours de plusieurs nanas qui vont pas bien, mais qui cherchent à aller mieux. Donc l'idée, c'est aussi de déposer des clés. Donc voilà, et puis j'écris mon premier roman de fiction qui va s'appeler Le journal d'une illuminée, où je m'amuse dans les extrêmes, en fait, à parler de la quête de sens, de spiritualité. C'est une héroïne qui s'appelle Alice et le roman commence avec une expérience de mort imminente dont elle revient métamorphosée. Et comment tu gères ce grand éveil quand tu reviens dans les pompes quasiment d'une autre nana, quoi, qui a déjà des enfants, qui a déjà un job, qui a déjà construit une vie, et toi, tu vois plus rien pareil.
comment tu reconstruis ta vie et comment ton entourage le vit, en fait, cette métamorphose intérieure. Donc je m'amuse beaucoup de ça. C'est presque un scénario pour le cinéma, ça. Je pense que oui, ça pourrait être... c'est un peu... Ça s'appelle le journal d'une illuminée parce que quand elle vit son expérience de mort imminente, on lui dit qu'elle n'a pas le droit d'en parler, donc elle écrit parce qu'elle n'a pas le droit d'en parler, mais elle est censée vivre l'amour parce qu'elle n'a pas su le faire sur sa première partie de vie. Donc elle va à tout prix tenter de rencontrer quelqu'un pour vivre une histoire d'amour. Donc, en ce sens, c'est un peu comme le journal de Bridget Jones. Et en effet, je pourrais tout à fait m'amuser à l'adapter pour le cinéma. Et pour Sous les jupes des femmes, t'as pensé déjà un petit peu au casting ? Je suis en train de le composer. Je peux dire que je vais avoir quelques filles de Sous les jupes des filles et puis des nouvelles qui viennent. Donc, je vais déposer quelques noms, mais je suis au début du processus créatif avec elles. Et le jeu, c'est que j'écris pour elles, d'après leurs envies, en fait. Quel est le rôle qu'elles rêveraient de jouer, qu'elles savent qu'a priori, on leur proposera jamais, quel est le sujet dont elles ont très envie de parler sur un film dédié à la femme, etc. Donc, il faut que j'arrive au bout avec un scénario qui leur plaise à toutes, mais pour l'instant, j'ai des filles géniales qui viennent me rejoindre, comme India Air, comme Rosanna Arquette, comme Alexandra Lamy, comme Noémie Merlan, Alice Belaïdi, Laetitia Casta, ça c'est de l'ancien casting, Imani qui va faire un grand rôle dans le film et composer aussi la musique et d'autres. Un magnifique casting, on a hâte. Et voilà, c'est déjà la fin de notre voyage ensemble et de cet épisode de podcast. Il me reste à te remercier chaleureusement, chère Audrey, d'être venue te confier dans mon podcast sur tes engagements. Et je suis certaine que notre échange va inspirer beaucoup de personnes qui nous ont écoutés. Et vous, chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir écouté cet épisode. Mademoiselle Pitchoner est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aller découvrir tous les invités qui m'ont fait l'amitié de venir à mon micro cette saison. Et je vous dis à très bientôt. Alors Audrey, c'était comment de tourner avec Jean Dujardin ? Ah, c'était chouette, c'était génial.